faire fonctionner un ordre du monde, des systèmes d'ordre, des systèmes d'ordonnancement du monde. C'est finalement le même type de promotion, disons, d'invariants qui constituent des coordonnées d'un monde, plan social au plan cosmique, affectif, etc. Je demande pardon, tout le monde entend vaguement. Hein? Vous voulez pas venir là, vous? Oui, c'est pas ça. Alors, si vous parlez de face, tout le monde entend. Alors, je crois donc que, reprenons l'exemple que vous donniez des sociétés dont s'occupe Classe, censées capitaliser l'information par des toutes petites unités distinctives, type lettres, ou même un certain type d'articulation très épurée de phonèmes, avec une syntaxe parfaitement polissée, mais il y a corrélativement toute une série de composants sémiotiques qui concourent à quelque chose qui n'est pas spécifiquement une transmission d'information, mais qui est une sorte de vie libidinale de l'ensemble du groupe, qui peut s'exprimer aussi bien par des mots que par des mimiques, des danses, des tatouages, des rituels, etc. C'est ça que j'appelle les différentes composantes sémiotiques. On arrive à un ordre à l'autre bout de la chaîne, actuellement, où pour transmettre quelque chose, on peut le transmettre avec une série de messages transmis par un ordinateur. Aujourd'hui, désigner quelqu'un, ça peut être prendre un certain type de numéro qu'on fait passer dans un ordinateur, et ça peut parfaitement qualifier non seulement la localisation de la personne, mais l'ensemble de son comportement, de sa liberté, ses potentialités économiques, etc. Alors, entre-temps, je dirais, si vous prenez une image, il y a eu effondrement sémiotique, en ce sens que les modes d'énonciation collective qui intriquaient, articulaient les uns aux autres de façon indissoluble les différentes composantes sémiotiques, gestuelles, mimiques, prosodiques, linguistiques, etc., se sont trouvés réduits de telle sorte qu'il y a toujours la possibilité de les traduire en termes de quantité d'informations. Le travail de l'apprentissage de la langue, le passage de la langue bébé à la langue de l'école, de la langue de l'école à la langue professionnelle, etc., c'est amené à rendre les individus capables, quelle que soit la polyvocité de leur désir, d'arriver à cette réduction possible, qui est essentielle effectivement au système de production, au système d'échange, puisque seuls peuvent être mis en circulation des gens qui sont traductibles en termes d'information dans le système économique, dans le système de production. Ou sinon, ce sont des fous, des marginaux, des poètes, je ne sais pas quoi. Et alors, ils sont eux-mêmes renvoyés à des instruments particuliers pour les traiter, à des institutions qui vont tenir compte de ce phénomène marginal. Alors, cette opération d'effondrement sémiotique fait qu'aujourd'hui, on ne peut énoncer quoi que ce soit de son désir, de sa vie, que pour autant que c'est compatible avec la machine informatique de l'ensemble du système, aussi bien capitaliste que socialiste bureaucratique, enfin, de tous les systèmes, disons, à État, pour reprendre la classification de Classe. Du coup, la seule subjectivité de référence possible, c'est celle qui rend compatible avec l'espèce humaine en général, l'espèce humaine des sociétés à État, la citoyenneté, quelque chose de cet ordre. On n'a donc plus le même rapport avec la particularisation de l'énonciation qui consistait à dire pour les Indiens, ils disent que seuls, des tribus indiennes disent que seuls sont des hommes les Indiens. Et quand ils voient des Blancs, ils disent ce ne sont pas des hommes. Donc leur sentiment d'appartenance à une communauté d'expression est très délimité par l'endroit où il y a cette intrication des différentes composantes sémiotiques. Je m'excuse du schématisme abominable qui consiste à prendre un point, deux points aussi éloignés que dans le champ social. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que il n'est possible de se soumettre à ce système de réduction informatique que dans la mesure où sont reconstituées des territorialités, ce que j'appellerais des surfaces de redondance, où on puisse articuler ces types d'opposition. Je prends simplement au passage, je saisis un exemple. Choisir une femme dans une société comme celle de Clastres, ça n'est jamais
seulement avoir pour but un acte sexuel, un acte de reproduction, posséder quelqu'un. C'est toujours deux sous-ensembles sociaux qui se croisent, qui impliquent des systèmes d'échange, des systèmes de composition sémiotique multiples. Aujourd'hui, on pourrait dire l'attribution d'un partenaire sexuel qui semble libre, qui semble au libre choix, est en réalité déterminée par des systèmes qui font qu'on doit répondre à tel type de profil socio-économique, à telle sorte qu'il y a même des gens qui cherchent par ordinateur à faciliter les choses, à faire une sorte de correspondance, de choix préférentiel. Mais on ne choisit plus quelqu'un qui est d'un clan, d'une certaine nature, avec tout ce que représente cette sorte de danse d'intrication sémiotique. On ne choisit même plus, peut-être, c'est là que je voudrais avancer quelque chose, un corps, la possession des organes sexuels de l'autre, comme ça, la définition a pu être donnée, mais la possibilité de trouver un certain type de redondance, disons de redondance de survie, de redondance de, je dirais, visagéité. On cherche à ce qu'il y ait quelqu'un dans le champ de l'énonciation où on puisse dire quelque chose comme Tristan, Isolde Tristan, mais alors de façon beaucoup plus triste et sinistre, dans une scène de ménage perpétuel qui consiste simplement à qui est-ce qu'on parle. Quand je reviens, quand j'énonce mon nom, quand j'énonce mon projet, qui me renvoie, qui me fait écho, quelle est la surface de redondance sur laquelle je peux m'exprimer. Dans le cas de sociétés territorialisées, il y a des larges surfaces de redondance et de multiples possibilités de composition sémiotique. Dans le cas de la conjugalité ou de la subjectivité déterritorialisée, miniaturisée, il n'y a plus que la possibilité de s'accrocher. Est-ce que tu me reconnais quand je te parle? Je reviens à telle heure. Je fais ça. Mais ce n'est même plus tellement pour les enfants. Il y a même dissociation du rapport de visagéité, cette espèce d'empreinte dont parlent les éthologistes, ou ce rapport contact eye to eye dont parle Spitz et un certain nombre d'Américains, il y a la nécessité d'un cadrage. Je ne puis être que s'il y a un certain point qui sert à la fois de surface de référence et de trou noir sur lequel je puis continuer d'articuler mes énoncés. Si on monte cette dernière surface de redondance ou de référence, c'est tout l'ensemble de mes coordonnées informatives qui explosent littéralement. Alors, très curieusement, on s'aperçoit que ce type d'objet que les psychanalystes ont appelé objet partiel, les yeux, le visage, juste le triangle des yeux, du nez et de la bouche, aboutit à une sorte de rapport de tutelle extraordinaire par rapport aux différents individus, puisque non seulement il n'y a plus les différentes composantes sémiotiques, mimiques, gestuelles, de danse, de groupe, etc., mais à la limite, il n'y a même plus possibilité d'un exercice sexuel. Car on peut très bien concevoir d'être amoureux d'un trait de visagéité d'une femme sans du tout avoir possibilité de mettre en jeu ce que j'appellerais des sémiotiques amoureuses, des sémiotiques sexuelles, ou des choses de cet ordre, puisque l'essentiel est cette dernière prise, ce dernier accrochage de territorialisation. Donc voilà, la deuxième chose qu'on pourrait amorcer pour la suite, ça serait que, où les redondances informatiques s'accrochent sur des surfaces avec des systèmes de trous noirs, qui sont la visagéité, qui peuvent être le pouvoir au niveau de l'État, au niveau de n'importe quel système de pouvoir, il y a toujours un système de trous noirs, c'est les yeux de Giscard d'Estaing, ou c'est les yeux du leader, c'est quelque chose là. Il est quand même de chez nous, il y a quand même une possibilité où c'est la France, je me reconnais puisque je l'ai déjà vu, je peux continuer de parler, je peux continuer de produire des significations. Où il y a ce système, disons, de redondance trou noir, qui est exactement le système arborescent. Il n'y a d'arbre que pour autant qu'il y ait un trou noir, ou comme on l'avait dit pour le rêve, ombilique du rêve, un endroit où toutes les choses s'organisent sur un point central, qui est un point aveugle, ou alors on peut considérer une organisation de redondance, qui ne serait plus de redondance cette fois, d'ordre, ou de redondance subjective, qui soit un système rhizomatique, dans lequel il n'y a pas un trou noir, ou dans lequel au sein desquels les trous noirs sont contournés,
De sorte que on revienne à une polyvocité sémiotique, on revienne non plus à l'assujettissement par arbre et par stratification des différentes composantes sémiotiques, mais où chaque type d'élément d'expression, verbale, corporelle, de danse, sexuelle, etc., concourt non pas à l'organisation d'un sujet, d'un couple, mais concourt à quelque chose que je pense vous serez amené à exposer, à un autre type d'organisation sémiotique qui n'est plus informatique, mais que, disons, grosso modo, schématiquement, on appellera diagrammatique. Celui-là qui est donc non centré sur un trou noir, celui-là qui ne passe pas par la médiation d'un sujet ou d'un rapport à l'autre, mais qui passe par des connexions directes entre les différents composantes sémiotiques. Comme finalement ces redondances de résonance, avec les visagéités, les traits de visagéité qui les composent, trouvent à la fois leur issue, leur organisation dans ces systèmes de tournoiement que j'appelais des trous. Lui, il ajoute une précision. Il dit qu'il faudrait dire des trous noirs. Et je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais renseignez-vous d'ici là. Encore une fois, c'est comme ça qu'on peut faire du travail ensemble. Je rappelle que trou noir est une expression astronomique. Et que ce qu'on désigne par trou noir, Félix me corrigera si je me trompe, c'est en gros, en relativité. Dans la théorie de la relativité, ça dépend de la théorie de la relativité. C'est une étoile qui a dépassé en dessous son rayon critique et qui a acquis, par là même, en allant sous son rayon, en diminuant son rayon critique, en dépassant un seuil, qui a acquis une curieuse propriété. Elle capte, en l'occurrence par exemple les photons qui passent à sa portée, et elle les retient. Elle capte et plus rien n'en sort. Et c'est pour ça qu'elle n'émet pas. Elle n'émet pas de lumière. Elle n'émet pas de photons. D'où trou noir. D'où l'expression de trou noir. Lorsque Félix fait jouer, là aussi ça concerne notre méthode en général. Nous disons formellement, ce ne sont pas des métaphores. Et si nous disons le visage, les yeux sont des trous noirs, si nous disons la conscience, moi égale moi, est un trou noir, et que le problème c'est comment sortir de ça, comme je disais, comment percer le mur, comment sortir du tournoiement du trou. Il ne s'agit pas de dire trou noir en un sens métaphorique. Il s'agit de piquer à un mot. Il se trouve que c'est les astronomes. C'est un mot d'astronome. Bon, on le prendra. On le prendra, mais on le gardera pour en faire autre chose qu'une métaphore. On ne procédera pas ni par métaphore, ni par métonymie. Nous procéderons par terme, encore une fois, inexact pour dire la chose exacte, à savoir les yeux, le visage, la conscience. Et nous disons la conscience est un trou noir, les yeux sont des trous noirs, bien d'autres choses. Le souvenir est un trou noir. Félix disait à propos de la Madeleine de Proust, pour répondre à quelqu'un qui avait élevé l'exemple, qui avait soulevé l'exemple de la Madeleine de Proust, qu'est-ce que c'est cette histoire de la Madeleine de Proust, hein? Félix disait très bien, bon, il mâchouille sa Madeleine, là. C'est une redondance, type de redondance, peut-être. Hein. Et il est précipité dans un trou noir. Le trou noir du souvenir, là. Comment il en sortira? Il ne faut pas croire que ce soit un succès pour lui. Il se dit, oh là là, il y a beaucoup de Proustiens, il y a même, on reconnaît les Proustiens s'ils croient que c'est un succès, l'histoire de la Madeleine. On reconnaît les anti-Proustiens, c'est-à-dire ceux qui aiment Proust d'amour, parce qu'on souffre pour lui, on se dit, oh là là, dans quoi il est en train de se mettre, comment il va en sortir? Or, il en sort, et il a sa manière d'en sortir. Et il en sort, mais avec brio et fracas. Il fait ce que Félix vient de dire, c'est-à-dire, il fait là cette espèce de ligne de fuite hors du trou noir. Il gicle hors du trou noir, il jaillit hors du trou noir, exactement comme d'autres percent le mur, exactement comme Gerasim Luka fait, etc. Donc je crois que là, juste dans la fin de ce que Guattari a dit,
va être fondamental pour nous, et là il faudrait que vous vouliez bien le développer, et le thème de la visagéité, et le thème des trous noirs. Dans la conception du pouvoir, tu as d'autant plus raison, il me semble, que dans la conception du pouvoir qu'il nous faut, d'une certaine manière, tout le monde est messager. Oui, 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 oui. Tout le monde est messager, il n'y a pas de premier ordre, ça, c'est évident. Tout le monde est déjà messager, à savoir le langage lui-même est messager d'ordre préexistant, qui pourtant n'existe pas hors du langage. Ça, d'accord. Et à propos de l'enchâssement, bon, je sais pas, enfin, bon, ça m'est venu comme ça. Je me demandais, enfin, un peu en parallèle avec ton ami, là, je ne sais pas le nom, qui récite son poème. C'est-à-dire... oui, ça je voudrais, parce que comme je crois que c'est un... voilà, je précise que, et c'est pas par hasard, que il s'appelle donc Gerasim, comme le prénom bien connu, Gerasim Luca, L-U-C-A. Il a écrit plusieurs choses de poèmes, plusieurs recueils de poèmes, Au soleil noir, 2 très beaux, Le chant de la carpe et l'autre, et là je ne sais plus son titre. Voilà. Alors, je voudrais presque qu'on parte de ça. Les exemples très plats que j'ai donnés, de redondants dont on ne sait même pas si c'en est. Des unités d'information indépendantes et équiprobables, dans lesquelles on aurait à faire des choix. À l'autre pôle, qu'est-ce qu'il y a? À l'autre pôle, il y a ce que les informaticiens désignent comme étant le bruit. Déjà, on se méfie, on a toute raison, nous on ne fait pas d'informatique. Donc on a toute raison d'être en position de méfiance. On sent bien que quand ils nous disent le bruit, c'est un bruit très très particulier. Il va de soi que ce qu'ils opposent à l'information, c'est un bruit qui est supposé être non informatif ou contenir le minimum d'information du type brouillage d'une émission. Le bruit d'une bête qui se cache là dans un fourré, c'est un bruit rempli d'informations. Même le bruit du brouillage d'une émission, il y a bien une information minimum. Par exemple, l'ennemi cherche à brouiller l'émission. On peut supposer qu'il s'agit d'une émission au hasard de parasites. Elle-même, elle n'est pas au hasard. Enfin, on peut concevoir le pôle bruit comme l'opposé du pôle information maximale. La redondance est présentée comme la diminution d'une information théorique supposée préalable en droit. Mais d'autre part et en même temps, la redondance, c'est le seul moyen de lutter contre le bruit, c'est-à-dire de sauver l'information de sa chute, de sa dégradation dans le bruit. Que ce soit au niveau des lettres ou au niveau des phonèmes, peu importe. Une langue contient une fréquence plus ou moins grande de telles lettres qu'elle possède ou de tels phonèmes qu'elle possède. Par exemple, les fréquences de lettres ou de phonèmes ne sont pas les mêmes en français et en anglais. Donc,
on peut commencer déjà un tableau des fréquences comparées de lettres ou de phonèmes dans des langues considérées. On appellera cela une approximation, mettons, d'ordre 0. Et puis, approximation suivante. C'est déjà une redondance. La fréquence d'une lettre ou d'un phonème dans une langue donnée. Et puis, deuxième approximation, que l'on peut nommer approximation d'ordre 1. On étudie cette fois-ci la fréquence d'une lettre par rapport, dans une langue donnée, par rapport à une lettre qui la précède. Ou par rapport à une lettre qui la suit. Là aussi, d'après les langues, les fréquences sont différentes. Je prends n'importe quel exemple. En français, quelle est la fréquence? Alors on peut même concevoir des ordinateurs faisant ces recherches. Quelle est la fréquence du groupe BA? C'est-à-dire un A précédé d'un B. On peut faire des recherches semblables au niveau des phonèmes. Approximation d'ordre 2, je peux chercher au niveau de 3 groupes de lettres les fréquences relatives. Cet ensemble d'approximations va donc définir un type de redondance. Diminuer l'information théorique absolue et lutter contre le bruit. Et pourquoi ces deux fonctions sont liées? C'est qu'évidemment, rien n'empêcherait l'information théorique absolue de tomber dans le pur et simple bruit s'il n'y avait ce régulateur de la redondance qui assure la lutte contre le bruit en diminuant l'information théorique absolue. Bon. Nous avons donc un schéma. Un premier schéma de redondance où on mettrait en haut information théorique maximale, tout à fait en bas bruit, et entre les deux redondance. Bon. Et Martinet conclut: la présence de la redondance est un moyen de permettre la transmission des signes par cette série d'approximations dont je viens de parler. Bien. Et puis Martinet, il distingue un second type de redondance. Il nous dit, non seulement la redondance est un moyen de permettre la transmission des signes, mais rien n'empêche qu'elle constitue elle-même un signe. Voilà qu'elle va constituer elle-même un signe. La redondance, non pas comme régulation dans la transmission des signes, comme processus régulateur de la transmission des signes, ou que de la transmission d'une information, mais la redondance est elle-même un signe. Pourquoi? Et il nous dit ne serait-ce que parce que les usagers peuvent rechercher la redondance pour elle-même. Tiens, voilà que les usagers peuvent rechercher la redondance pour elle-même. Hein. Moyen d'expression pour l'individu, de manifestation d'un consensus pour le groupe.
On distinguera donc une fonction principale de lutte contre le bruit, sans laquelle toute communication serait impossible, c'est notre premier cas de redondance, et puis des usages secondaires, laissés à la disposition des sujets, moyens d'expression, d'action sur autrui, d'incantation. Réduire le second type de résonance à un usage secondaire des premières, c'est peut-être juste du point de vue de l'informatique, mais nous, on n'est pas sûr d'avoir rien à faire avec l'informatique. Je peux déjà dire, c'est peut-être pas forcément juste de tous les points de vue. Notamment, ça se peut que ça fasse partie de systèmes de signes très différents. Les redondances subjectives de résonance et les redondances signifiantes de fréquence. Pas du tout sûr que ça fasse partie du même système de signes. Pas du tout sûr que les unes soient un simple usage secondaire des premières. Et puis, il y a aussi quelque chose qui me gêne, ou qui peut nous gêner, cette fois-ci non pas dans le second type de redondance, mais dans ce qui nous est dit par cette informatique de vulgarisation, ce qui nous est dit du premier schéma. Et là, j'ai des choses très vagues. Très vagues, parce que je voudrais qu'on en parle déjà un peu après. Donc, vous comprenez bien, tout ce que je veux dire déjà, c'est que quant aux redondances, on ne sait même pas encore ce que c'est que toutes ces redondances. Alors, on est encore gêné par rien. Sur la nature informative du langage, il y a beaucoup à dire. Et il y a des linguistes déjà qui ont beaucoup dit. C'est curieux quand même, parce que l'idée que le langage est par nature informative, c'est une idée qui nous corrompt tellement d'une certaine manière que je pense à un exemple, comme celui de Sartre, qui éprouvait le besoin à un moment, qui je crois ne dirait plus ça aujourd'hui, mais qui à un moment éprouvait le besoin de dire qu'est-ce qui distingue le langage et à proprement parler la poésie ou la littérature. Et il disait, la littérature et la poésie, ça commence à partir du moment où il y a des informations. Barthes aussi disait ça à un moment. Or, c'est très curieux de dire une chose comme ça. Qu'est-ce qui a corrompu complètement, là aussi, compromis, pourri? Le problème des rapports, langage-pouvoir. C'est le mauvais choix dans lequel on nous laissait, c'est-à-dire la conception même qu'on nous proposait du pouvoir. Tant qu'on nous a dit, ah les gars, c'est de l'infrastructure ou c'est de l'idéologie, on était bien embêtés. On était bien embêtés pour le langage. On était très embêtés pour le langage, tant qu'on était pris dans cette alternative, même si cette alternative était présentée de la manière la plus fine du monde. Et parfois, elle n'était pas présentée de la manière la plus fine du monde. Mais en un sens, plus elle était présentée de manière fine, plus ça tournait mal. Parce qu'on se disait, ah bon, ben, le langage, en effet, ça devient très très compliqué, cette histoire. C'est pas de l'infrastructure. Non, ça ne peut pas être de l'infrastructure. Notamment, le langage, il produit rien. Il produit des mots. Il ne produit pas des biens. Et ça n'allait pas. Aucun des caractères de l'infrastructure ne coïncidait avec le langage. Alors on disait, est-ce que c'est de la suprastructure? Ça pouvait vouloir dire, est-ce que c'est l'appareil d'État qui décide du langage?
C'est difficile à dire, hein. Comme disait Staline, non, on a tout changé, mais on n'a pas changé le russe, ou pas beaucoup. Bien sûr, il disait, on a perfectionné, mais ça restait limité. Et alors, c'est pas de l'appareil d'État. On ne change pas le langage comme on change une constitution, ou comme on change une police. Alors, est-ce que c'est de l'idéologie? Non, qui disait, c'est peut-être le véhicule des idéologies, mais ça véhicule aussi d'autres choses que de l'idéologie. L'idéologie, ça n'allait pas plus fort, tout ça. On disait, bon, alors, qu'est-ce que c'est le langage? Vous voyez ce texte, il faut toujours revenir à ce texte parce qu'il est court d'une part et qu'il est quand même un texte assez formidable. C'est le texte de Staline sur la linguistique, où il dit, voyons camarades, vous vous trompez, parce que les uns d'entre vous disent le langage c'est de l'infrastructure, et vous avez tort, enfin vous n'êtes pas raisonnable. Et puis il y en a qui disent le langage c'est de l'idéologie, et il y a un langage du peuple, et il y a un langage prolétaire, et un langage bourgeois. Moi je vous dis non, vous voyez pas bien le problème, camarades. Et Staline va jusqu'à dire que le langage est comme le bien commun d'une nation. Et que le langage, eh ben, ça assure la communication des informations. Ça lui convenait, évidemment. Ça implique évidemment une conception, donc, du pouvoir rapporté au thème fameux de l'infrastructure, de la suprastructure, de l'idéologie, etc. Si nous étions amenés à dire, mais voyons, le langage, ça a toujours été un système de l'ordre et pas de l'information. C'est des ordres qu'on vous donne et pas des informations qu'on vous communique. À la fois, on a l'impression que c'est évident. C'est évident. On ouvre les nouvelles à la télévision, qu'est-ce qu'on reçoit? On ne reçoit pas d'abord des informations, on reçoit d'abord des ordres. À l'école, qu'est-ce qui se passe? Quand même, là aussi, il ne faut pas charrier. À l'école, les petits-enfants, ils ne reçoivent pas des informations. Eh ben, l'exemple de l'école, c'est Félix, il dit très bien, là, dans un texte, il dit très bien. Mais le langage, à cet égard, c'est exactement, on donne du langage à la bouche des enfants, exactement comme on donne des pelles et des pioches dans la main des ouvriers. Alors bien sûr, il ne veut pas dire par là que ce soit de l'infrastructure, mais il veut dire que c'est du domaine des ordres. Hein. Et quand la maîtresse réunit les gosses, hein, c'est quand même pas pour les informer de l'alphabet. Non. C'est pour leur apprendre un système d'ordre, et il faut dire là aussi, quitte à seulement régler toujours et remettre à plus tard nos règlements de compte nécessaires avec les Chomskiens, que quand même leurs fameux marqueurs syntaxiques, c'est avant tout des marqueurs de pouvoir, et qu'une syntaxe, c'est un système d'ordre, un système de commandement, qui permettront ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants. Et que l'école, ça sert avant tout à ça. Et que donc le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information, mais en termes d'ordre. Non pas en termes de communication d'information, mais en termes de transmission d'ordre. Ce qui implique évidemment pour nous, ça je dis, ça c'est l'évident et le facile. Mais ce qui implique évidemment pour nous, la recherche d'une autre conception du pouvoir. Car en effet, là, les remarques de Staline sont très justes. Il n'y a pas quelqu'un qui décide de la syntaxe. Ça veut dire simplement, sans doute, que le pouvoir, c'est tout à fait autre chose.
que la propriété d'individus ou de groupes à un moment donné. Disons simplement que pour le moment, le langage, c'est une formalisation d'expression. Toute expression n'est pas langagière. Le langage, c'est une formalisation d'expression particulière qui a pour fonction la transmission des ordres dans une société. Nous savons encore une fois que ça implique que nous donnions du pouvoir une autre conception que la conception marxiste. Mais en sens, le langage, y compris la syntaxe, et, il ne faut même pas dire instrument, et élément et composante du pouvoir. Donc, en sens, il n'est pas informatif. Pourtant, il est bien informatif d'une certaine manière. À savoir, il donne le minimum d'informations et il guide le minimum de choix nécessaires à la bonne compréhension des informations relatives, des informations limitées, relatives aux ordres qu'on donne. Il va de soi qu'en effet, si quelqu'un dans la rue crie au feu, il ne convient pas que les enfants entendent au jeu. Alors, il y a bien une information et des choix et des approximations, mais qui sont relatives aux ordres communiqués par le langage. Il y a une lettre, vous savez que Lewis Carroll écrivait des lettres aux petites filles, jamais aux petits garçons. Et dans une lettre à une petite fille de Lewis Carroll, dans une lettre très connue, très belle, qui est très bien traduite par, il n'y a pas besoin de se reporter au texte anglais, qui est très difficile, pour ceux qui, je dis y compris moi, mais il y a une traduction admirable de Jacques Papy, qui procède par équivalence. On la trouve dans plusieurs éditions, dans les lettres aux petites filles ou dans les lettres aux enfants de Lewis Carroll, où il y a la situation suivante, qui répond bien à ce dont nous parlons, à savoir le professeur pendant sa leçon, mais qui est dans une situation, après tout, dans une situation sociale excellente. Il est tout au bout du jardin. Et puis il y a un premier domestique qui répète la question. Alors chacun sait que les questions d'un professeur sont des ordres. Quand un professeur dit combien font 2 et 2 à un enfant affolé, il va de soi qu'il ne demande pas une information, il donne un ordre. Et vous me direz, il faut bien que l'enfant ait été informé d'abord. L'enfant a été informé par un système d'ordre précédent. C'est-à-dire, c'est toujours l'information qui présuppose l'ordre et pas l'inverse. Et l'ordre, pas du tout au sens de organisation-ordonnance, mais l'ordre au sens de commandement. Alors, il y a un premier domestique qui répète la question du professeur. Puis il y a un second domestique qui répète la question répétée par le premier. Puis il y a un troisième domestique, etc. Et pour marquer la hiérarchie que descend le langage, l'élève, il est tout à fait à l'autre bout du jardin. Et puis, il renvoie sa réponse. Et dans la lettre de Lewis Carroll, je ne l'ai pas apportée exprès, vous avez qu'à la trouver si ça vous intéresse, la question descend et à chaque fois est complètement transformée parce que le premier domestique n'entend rien. Alors ça commence par combien font 2 plus 2. Premier domestique déforme, ça donne une toute autre question. Le deuxième encore plus, le troisième encore plus. L'élève finit par entendre une toute autre question, répond affolé. Lui-même sa réponse remonte, tout ça. Et il y a tout un système où à chaque fois les choix ont été ratés, mais les choix déterminés par à chaque fois des systèmes d'ordre et de commandement.
Et puis la réponse d'obéissance remonte, et ça rate, ça rate, ça rate. Bien. Je dirais que les conditions de l'information, c'est les conditions de la bonne réception des commandements et des ordres. Le schéma à trois têtes. Dans ta poche. Merci. Schéma à trois têtes. Information maximale théorique. Bruit qui vient tout troubler l'émission et la réception d'informations. Redondance. Voilà. En lutte contre le bruit, qui permet de vaincre le bruit et qui diminue au prix de diminuer l'information maximale théorique. Les deux vont très bien ensemble parce que sans la redondance, l'information maximale théorique, elle serait un bruit. Nous, on est en train, mais d'une manière tout à fait sournoise, d'y substituer un autre schéma. Les ordres commandements. Bon, vous sentez tout de suite à quoi je veux en venir, que je ne sais pas encore très bien comment, mais je sens. Non, nous sentons. Nous sentons tous que les ordres commandements, mais ça contient, je ne dis même pas que les deux soient des choses différentes, que ça contient, que ça comprend, et même que c'est la même chose que les redondances. Qu'un ordre qui n'a pas besoin de répéter un ordre, si on répète un ordre, c'est parce qu'un ordre est déjà redondant. Mais que la redondance, ou qu'un type de redondance, c'est la forme de l'ordre en tant que tel, que c'est la forme du commandement. Alors, généralement, il n'y a même plus lieu de s'étonner si c'était comme ça. Il n'y aurait même plus lieu de s'étonner qu'on répète un ordre. Sous la forme, on me donne un ordre, bon, ne serait-ce que pour montrer que j'ai bien compris, on me dit, allez, va faire ça. Je dis, oui, je vais faire ça. Je redonde. Mais je redonde quoi? Je redonde de la redondance. C'est l'ordre lui-même. Va faire ça. En feu, non, en joue, feu. En joue, feu. Il faut que ça descende. Alors, le général dit, en joue, feu. Non, il dit préparer armes, ou je ne sais pas quoi. Capitaine, il dit préparer armes. L'adjudant, il dit préparer armes. Enfin, arrivent les pauvres types qui, eux, ils préparent armes. Mais, si l'ordre a été répété, c'est qu'en lui-même, il redonde. L'ordre, le commandement est une forme de la redondance avec soi. Peut-être. Alors, voilà que là, en disant le langage, c'est pas du tout de l'information. Le langage, c'est de l'ordre ou du commandement. Nous étions déjà en train de dire. L'ordre pur, l'ordre commandement à l'état pur. C'est de la redondance à l'état pur. C'est la redondance absolue. Et c'est elle que nous mettions en haut. Redondance, oui, c'est la même chose que l'ordre. Et encore une fois, si l'ordre se fait redondant, ou si l'ordre est répété, c'est parce qu'en lui-même, il est redondance. Dès lors, la répétition, comme conduite vis-à-vis de l'ordre,
ne serait qu'une conséquence de la redondance comme identique en nature avec l'ordre. C'est pas sûr, hein, mais nous sentons bien que c'est comme ça, hein, qu'on n'y peut rien. Peut-être. Là-dessus, entre les deux, mais entre les deux quoi? On ne sait pas. Entre les deux, c'est uniquement pour faire des schémas équilibrés, on se dit, on va voir. Entre les deux, on va mettre l'information qui, elle, est toujours relative. S'il est vrai que la redondance, c'est la forme de l'ordre, la forme absolue de l'ordre, on dira l'information relative, ben c'est le contenu limité de tel ordre en tant que distinct de tel autre ordre. B à bas, c'est pas la même chose que C à ça. Bon, d'accord. Il y a une information relative. Et la forme de l'ordre, c'est la redondance absolue. Alors, on découle une information relative. Et en effet, si l'ordre ne communiquait pas une information relative, fait ceci plutôt que cela, on serait dans la situation de Lewis Carroll, de l'élève et du professeur de Lewis Carroll, avec l'ordre qui descend et une exécution, une obéissance complètement différente. L'information, c'est uniquement la condition relative sous laquelle l'exécution de l'ordre correspond à l'ordre lui-même. C'est comme une inversion du schéma de l'informatique. C'est même pire qu'une inversion, c'est un tout autre domaine, quoi. Mais alors, là, en troisième, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben, c'est évident, quoi, c'est évident, c'est évident. Et c'est évident que ça fonctionne comme ça. Il y a pas du tout le bruit, qui est une abstraction informatique. C'est le silence. Le silence, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi introduire le silence là-dedans? Le silence. C'est ambigu, le silence. Parce que ça peut être l'état de celui qui obéit, mais ça, c'est un silence. C'est un silence, en fait, de langage. C'est un silence du langage lui-même, compris dans le langage lui-même. C'est l'ordre avant que... C'est ce qui se passe entre la réception de l'ordre et la réponse à l'ordre. Le capitaine dit arme ton fusil. Il y a le silence, enfin occupé par un bruit du fusil. Et puis, il y a le soldat qui dit prêt mon capitaine. Bon, ça c'est pas. Il y a un autre silence aussi. Il y a un silence qui consiste à quelque chose de très bizarre. Mettons une fuite hors de tout ça. On le connaît, ce silence. Que le capitaine il dit Anjou, feu, rien. Le silence. Quel est le grand musicien qui n'a ces techniques de silence? Ce qu'on peut dire au plus, et ce que tout le monde sent quand on entend de la musique, c'est que la musique elle est traversée par une espèce de vecteur d'abolition. Un vecteur d'abolition sonore. Comme s'il s'agissait, pour la musique, comme s'il était pleinement compris dans la musique, le vœu et le mouvement de s'éteindre, et sans doute de nous éteindre avec elle, comme une espèce de tracé d'abolition. Et que les sons
qui ne sont pas un langage, bien qu'il y ait aussi des ordres en musique, mais que la musique file par-dessous les ordres proprement musicaux, qu'elle trace sa ligne de propre abolition qui fait pleinement partie d'elle, et qu'elle la trace de mille façons. Il y aurait donc ce premier système des redondances signifiantes ou de fréquences, le mur sur lequel elles s'inscrivent, le mur sémiotique sur lequel elles s'inscrivent, et la tentative de percer ce mur. C'est-à-dire, cette tentative de percer ce mur, on l'appellerait sortie du signifiant. Sortir de la signifiance. Comme il fait Gerasim Luta. Et puis je dis très vite, voilà, deuxième type de redondance. Et évidemment, encore une fois, c'est pas des usages secondaires du premier type. Cette fois-ci, c'est des redondances de résonance. Bien entendu, on sait d'avance, ça c'est une chose qu'on sait. On sait d'avance que tout ça, ça se mélange, tout ça c'est mixte. Il n'y a pas de fréquence qui n'ait des résonances, il n'y a pas de résonance qui n'ait ses fréquences. Donc c'est pas une dualité. C'est pas une dualité, en même temps c'est commode de faire comme si c'était une dualité. Si vous me dites que c'est pas une dualité, je dis non, c'en est pas une, mais si c'en est une. Si vous me dites c'en est une, je dis non, c'en est pas une. Bon, on essaie de se débrouiller là-dedans. Redondance de résonance, ce serait quoi? On l'a vu, non pas des usages secondaires. Cette fois-ci, c'est très curieux pour parler aussi de langage des linguistes. Il ne s'agirait plus exactement ni de phonème, ni de morphème. Ni de mots, ni de... Il s'agirait de quoi? De ce que les linguistes, enfin, c'est pas par hasard que les deux seconds cas, les deux derniers cas de redondance que j'ai cités, renvoient à quelque chose que les linguistes nomment, ou dont ils nous ont beaucoup parlé, sous le nom de embrayeurs ou shifters, à savoir la redondance moi égale moi du type le pronom personnel et la redondance Tristan, Isolde, Isolde, Tristan du type nom propre. Alors, vous savez en gros ce que les linguistes appellent des embrayeurs. Ce sont des termes, n'est-ce pas, qui désignent celui à la lettre qui le porte. Le je désigne celui qui énonce je. C'est pas vrai pour les autres mots, c'est pas vrai pour les noms communs. Le chien n'est pas dans ce cas-là le mot chien. Mais le mot « je » désigne celui qui énonce « je ». Il est dit par là même, mettons, un embrayeur. Le nom propre désigne celui qui le porte. Donc, le nom propre, le pronom personnel, le « je » sont des choses très très spéciales qui viennent animer notre seconde catégorie, des catégories de résonance. Et on a vu que, dans nos deux exemples de catégories de résonance, sans doute très liés, aussi liés que nos deux exemples de catégories de fréquence, on avait cette conscience qui dit moi égale moi. Où on avait ce couple qui dit je t'aime, ou je te hais, ou je t'aime, je te hais. Une redondance. Ou Tristan, Isolde. Est-ce que c'est le même schéma? Le schéma de tout à l'heure, c'était encore une fois redondance de fréquence signifiante inscrite sur un mur sémiotique, le problème étant comment percer ce mur pour arriver à quelque chose qui sera peut-être même plus de la sémiotique, hein. En tout cas qui sera de la sémiotique non formée, etc.
Dans l'autre cas, je reprends une hypothèse là que Guattari est en train de développer. Est-ce que c'est le même cas? C'est peut-être le même cas. Mais enfin, on a intérêt à faire des distinctions. Cette fois, le schéma, il me semble un peu différent. J'ai perdu ma craie. Ah ben là, j'ai perdu ma craie. Merci beaucoup. J'ai Tristan, Isolde. Ah, voilà. Ou bien j'ai moi égale moi. Et on dirait cette fois que dans la résonance que dans la redondance de résonance, la résonance est comme assurée par ceci, que les éléments en question, moi et moi, le sujet d'énonciation, mettons pour parler plus techniquement, et le sujet d'énoncé, Tristan et Isolde, tour à tour sujet d'énonciation et sujet d'énoncé dans la bouche l'un de l'autre. Moi, Tristan, je t'énonce Isolde, mais moi, Isolde, je t'énonce Tristan. Donc, le sujet d'énonciation et sujet d'énoncé dans les deux cas des redondances de résonance étaient comme attirés dans une espèce de tournoiement. Un véritable trou. Ça se mettait à tournoyer, à s'échauffer dans ce trou. Moi. Tristan, Isolde, Tristan, Isolde, Tristan, Isolde. Et la barque continue. Et la barque, elle continue vers quoi? Vers la mort. Le cogito n'a pas un avenir fameux devant lui. C'est un système, en apparence, c'est un système formellement différent. Donc j'avais, et je voudrais terminer sur ce point, redondance de fréquence, signifiante, opérant sur un mur sémiotique, avec comme question fondamentale comment percer le mur. Là, j'ai redondance de résonance ou subjective, renvoyant à un trou